Le prix d'un paquebot à l'abandon, c'est le point de vue de Guy Thomas. Un des casseurs du samedi soir tué par un hôtelier, la population menace de prendre les armes. Ce que la hausse des prix du pétrole pourrait modifier dans les pays industrialisés, c'est le dossier de notre journal. Madame, monsieur, bonsoir. L'un des événements de cette journée, c'est Antenne 2 qui va le créer ce soir avec un spécial C'est-à-dire dont l'invité est le Premier ministre, monsieur Raymond Barre, qui, à partir de 20h30, vous le voyez arriver en ce moment, va répondre aux questions des journalistes entourant Jean-Marie Cavada, que nous rejoignons tout de suite pour une présentation rapide de ce débat. Oui, 4 mois de gouvernement dans 10 jours, le moment n'a jamais été aussi intéressant et sans doute aussi important pour nous observateurs que nous sommes que celui-ci, fin d'année, pour recevoir le chef du gouvernement français qui d'ailleurs pénètre en ce moment même dans le studio 101 de la Maison de la Radio. Les prix, le chômage, l'évolution économique du pays dans les prochains mois, autrement dit la santé de la France et d'une certaine façon notre santé à nous, Français, la majorité, l'opposition, voici l'essentiel des thèmes sur lesquels 4 confrères comptent interroger avec moi M. Barre, le Premier ministre. Mes 4 confrères sont Pierre Drouin, du Monde, Xavier Marchetti, du Figaro, Claude Imbert, du Point, et Philippe Tesson, du Quotidien de Paris. Ce sera, vous en serez sans doute d'accord, sans aucune contestation possible, l'événement politique de ces jours-ci, et en tout cas de cette journée. Cet événement commence pour Antenne 2 tout de suite après le journal, 20h30. Oui ou non, êtes-vous d'accord pour l'élection de 2 assemblées parlementaires? C'est la question posée aujourd'hui aux Espagnols par référendum. Pour la majorité des Espagnols, c'est un geste inconnu qu'ils ont accompli aujourd'hui en mettant un bulletin de vote dans une urne. Un geste qui nous apparaît à nous Français tellement normal et que certains jugent même parfois dérisoire. Et pourtant, il est l'expression unique et irremplaçable de la démocratie. Ce geste, les Espagnols étaient donc appelés à le faire pour la première fois aujourd'hui depuis 40 ans. Avec un nombre incalculable d'affiches en faveur du vote collées dans tout le pays, le gouvernement espagnol a tellement bien fait les choses que ce matin, il n'a qu'une crainte, que l'énorme participation d'aujourd'hui ressemble trop aux consultations de l'époque franquiste. Cependant, pour la première fois depuis 40 ans, les Espagnols ont voté librement. Très tôt, d'imposantes files d'attente devant les bureaux, 23 millions d'électeurs. Beaucoup ne savaient pas très bien où ils étaient inscrits, mais tout s'est déroulé dans un calme imposant. Vous allez voter? Bien sûr, je vais voter. Et je vais voter oui. Parce que je pense que le peuple espagnol est désormais suffisamment majeur pour prendre son destin en main. Et vous? Je vais voter. Et oui. Pour l'avenir de l'Espagne. Moi aussi, pour l'Espagne. Je vais voter pour l'Espagne. Je vais voter oui pour l'Espagne, comme mon mari. Parce que je suis espagnol. Les urnes sont transparentes et en cristal. Chacun peut donc constater que son bulletin n'est pas détourné. Pas d'isoloir non plus, mais chaque électeur a déjà reçu à domicile un bulletin oui et un bulletin non. Autre solution, s'abstenir, comme une très grande partie de la gauche. Une journée réellement historique pour l'Espagne qui enterre une dictature, mais le changement reste encore flou et ambigu. Ici en Espagne, comme vous savez, les démocrates n'ont pas été capables de renverser la dictature de Franco. Mais comme après sa mort, la démocratie est inévitable, ce sont les mêmes franquistes qui font les changements. Et cela est plein de contradictions, plein d'espoir, mais aussi plein de risques. Le oui sera sans doute franc et massif. Prochain vote, déjà dans 3 mois. Les élections législatives également, les premières en Espagne. Le vote a eu lieu donc aujourd'hui en Espagne alors que M. de Oriol, le président du Conseil d'État, kidnappé il y a plusieurs jours, n'a toujours pas été retrouvé. Ces ravisseurs qui ont fait parvenir un nouvel ultimatum menacent d'exécuter leurs prisonniers si les 15 détenus politiques dont ils demandent la libération ne sont pas relâchés avant vendredi soir. En Allemagne fédérale, le chancelier Helmut Schmidt a été réélu officiellement aujourd'hui chef du gouvernement, scrutin
très serré, M. Schmitt n'est passé qu'à une voix de majorité. OPEP, c'est l'attente plus ou moins angoissée selon qu'on est plus ou moins dépendant vis-à-vis des producteurs de pétrole. Ce sera d'ailleurs le thème de notre dossier en fin de journal. En attendant, les pays de l'OPEP sont donc réunis au Qatar, un émirat du Golfe arabique, pour décider du pourcentage de la hausse du brut, car il est à peu près certain maintenant que l'on s'achemine vers une augmentation, que l'on souhaite modérer, ce qui serait, dirons-nous, une bonne mauvaise nouvelle. Premier coup de théâtre à la conférence des ministres du pétrole de l'OPEP qui s'est ouverte ce matin à Doha. Le ministre saoudien, le cheikh Zamani, déclare qu'il faut geler le prix du pétrole pendant 6 mois. Car, dit-il, la reprise de l'économie mondiale n'est pas actuellement assez forte pour supporter une hausse du pétrole. Et il souligne que personne ne peut forcer l'Arabie saoudite à augmenter le prix de son pétrole. Le coup de semonce du Saoudien a un effet radical. Le président de la conférence, l'émir du Qatar, consacre tout son discours inaugural à un seul thème, la nécessité de sauvegarder la coopération et l'entente entre les pays membres de l'OPEP. Pour ce qui est d'une hausse des prix, dit l'émir, il nous faut faire la juste part entre nos obligations nationales et internationales. Et dès l'intervention du ministre iranien Amouzegar, on se rend compte que l'Arabie saoudite a gagné. L'Iran, qu'il était un des chefs de file des durs, ceux qui voulaient une hausse de prix égale à l'inflation mondiale, se prononce pour une hausse modérée. Ce soir à Doha, on semble s'acheminer vers une augmentation, certes, mais limitée. À travers les lignes du communiqué publié à l'issue de la dernière réunion hier soir des chefs de la résistance palestinienne à Damas, on peut déceler un changement d'attitude. Il apparaît, par exemple, que les Palestiniens envisagent désormais la création d'un État mitoyen d'Israël, dont jusqu'alors ils exigeaient la disparition pure et simple. Ce changement est sans doute l'une des conséquences du conflit libanais. Résultat de la guerre du Liban et de l'intervention de la Syrie, les pressions sur la résistance palestinienne pour accepter une attitude plus souple à l'égard d'Israël. Au cours de cette réunion de Damas, présidée par Yasser Arafat, il a été question de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Même si officiellement l'OLP ne veut pas en parler, dans la coulisse on laisse entendre que la revendication de toute la Palestine d'avant 1948 est une utopie. À Damas, la création d'un gouvernement palestinien en exil a également été envisagée. L'OLP a entrepris des études très approfondies sur la création de ce gouvernement provisoire. Il reste l'opportunité de déclarer publiquement cette création. Ne pensez-vous pas que la reprise de la conférence de Genève, avec peut-être la participation de l'OLP, permettra de voir l'année 1977 un pas important vers la paix dans cette région? Je crois qu'il faut d'abord laisser le temps à M. Carter pour qu'il s'installe. Deuxièmement, les dirigeants d'Israël ont devant eux la préparation des élections générales en Israël en novembre 1977. Pour les deux raisons, je pense, il n'y aura pas de progrès concret vers la paix dans la région. Par contre, je n'exclus pas la possibilité des soubresauts à l'intérieur d'Israël ou ailleurs dans les pays arabes, parce que tous ont devant eux actuellement un choix. En France, le Conseil des ministres de ce matin était essentiellement consacré au problème de la mer. On peut en retenir la décision du gouvernement d'accorder une aide financière aux petits chantiers navals qui sont les plus touchés par le manque de commandes. À noter à ce propos que les chantiers de Saint-Nazaire ont été complètement évacués par les ouvriers. Cette évacuation était pour la direction un préalable à toute discussion. Exceptionnellement, ce matin, le Conseil ne s'est pas tenu à l'Élysée, mais à l'hôtel Marigny, tout proche, où le président de la République et ses ministres se sont rendus à pied. Motif de ce déplacement, l'arbre de Noël de l'Élysée, qui a eu lieu cet après-midi. Un arbre de Noël avec une vedette, que vous ne voyez pas encore, mais que vous allez peut-être voir dans quelques instants, Annie Cordy. Voilà le président en train de remettre quelques cadeaux. Donc une vedette, Annie Cordy, et comme spectateurs, les enfants du personnel de l'Élysée, ainsi que d'autres enfants invités par monsieur et madame Giscard d'Estaing. Et puis à propos de l'affaire des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire dont je vous parlais à l'instant, je viens de recevoir une dépêche qui m'indique que, comme on s'y attendait d'ailleurs, la direction a décidé de rouvrir les chantiers de Saint-Nazaire à partir de jeudi, mais dans cette dépêche, il n'est pas question
a priori de reprise ou de prise de démarrage, pardon, de discussion ou de négociation. La grève a été encore bien suivie aujourd'hui à l'EDF. Il y a eu de nombreuses coupures de courant. Les syndicats étudient en ce moment d'autres moyens d'action pour les semaines à venir. Conflit entre les artistes et la télévision, les discussions continuent en ce moment même. Pour l'instant, rien n'est réglé. En bref, encore une question du député communiste M. Ducolonnet cet après-midi à l'Assemblée, s'adressant au ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, lui demande quelles sont ces officines politiques dont vous parliez dimanche dernier dans un discours et qui, selon vous, colportent notamment des ragots sur le président de la République. Réponse de M. Poniatowski, il s'agit d'officines pharmaceutiques, comprenne qui pourra. Les radicaux de gauche ont présenté aujourd'hui leur comité directeur, suivi d'une conférence de presse dans laquelle M. Fabre a affirmé qu'il ne craignait pas du tout que le mouvement de M. Chirac ne lui prenne des électeurs. Et puis, à propos des prochaines élections, nous avons demandé à M. Fabre s'il ne se sentait pas quelque peu oublié et coincé qu'il est entre ces deux puissants partenaires. Nous ne sommes pas oubliés du tout. Nous sommes très nombreux et nous avons, avec les socialistes, des contacts fréquents, de même qu'avec nos partenaires communistes, et déjà, dans l'ensemble des villes de France, des listes de l'Union de la gauche sont constituées. Et vous verrez que, j'en fais le pari, le nombre de nos élus municipaux aura doublé aux prochaines élections municipales. Alors comment expliquez-vous qu'un certain nombre de militants chez vous trouvent qu'ils n'ont pas leur place dans l'Union de la gauche? Alors, quand on est dans une formation politique, on est toujours exigeant pour cette formation politique. On voudrait être toujours encore plus nombreux. Mais nous avons ce soir émis un certain nombre de principes que nos partenaires doivent respecter. Nous ne voulons pas être une simple roue de secours, une simple caution, nous voulons avoir notre place. Après s'être refait une beauté, le paquebot France, qui vient d'être nettoyé, a repris sa place au fond de la rade du Havre où il attend sagement de sombrer dans l'oubli ou de trouver un acheteur éventuel. Mais le dernier géant des mers, comme le précisaient les dépliants publicitaires de la Transat, éprouve bien du mal à passer inaperçu, surtout lorsqu'on apprend que son seul entretien revient à plusieurs millions. Alors, on se demande si, tenant compte des bénéfices non chiffrables qu'il rapporterait à la France, si finalement il ne faudrait pas mieux lui faire reprendre la mer. Est-ce si sûr que le France soit oublié des Français? La seule mesure dont on dispose pour jauger l'amour dont le grand paquebot fait encore l'objet, c'est le succès extraordinaire qu'a connu la chanson de Michel Sardou. Le disque sur lequel est gravé « Ne m'appelez plus jamais France » aurait été vendu à 1,5 million d'exemplaires, dont 512 000 en 2 semaines. Mais au fait, combien coûte-t-il à rester à quai notre beau navire? Question indiscrète et réponse controversée. 35 millions par an, 3,5 milliards d'anciens francs, affirme le Parti communiste. 7 millions, rétorque le secrétaire d'État au transport, qui ne prend pas en compte les 18 millions d'amortissements inscrits dans les livres de la Transat. L'année dernière, à la même époque, la Compagnie Générale Maritime estimait à 25 millions de francs ce que lui avait coûté l'immobilisation du paquebot pendant 1 an. C'est entre 2 et 3 milliards d'anciens francs que doit se situer le coût exact. Et combien le France coûterait-il à naviguer? Dans les conditions de ces dernières traversées et croisières, quelque chose comme 150 millions de francs. Mais avec une gestion beaucoup plus rigoureuse, selon de nombreux experts, avec un peu d'imagination, beaucoup moins de 100 millions. Et pourquoi pas une exploitation équilibrée, le Queen Elizabeth II ferait bien des bénéfices, lui. À rester, à rouiller à quai, le France aura donc coûté cette année 50 centimes à chaque Français. À naviguer, en procurant directement et indirectement des milliers d'emplois et des devises, il aurait coûté au maximum 2 francs. Sommes-nous prêts à payer la différence, c'est-à-dire 1,50 franc par an, pour que le France reprenne la mer? Question gratuite, de toute façon, on ne nous demandera pas notre avis. Il y a 10 jours, à La Feuilly, un petit village de Seine-Maritime, près de Rouen, une scène classique de ces trop fameux après-balles du samedi soir. Une bande de jeunes gens, éméchés, excités, se battent, se disputent devant l'un des cafés du village. Ils pénètrent dans l'établissement, le patron les menace, d'abord verbalement, puis sort sa matraque, puis son fusil. Il tire 2 premiers coups à blanc, mais la 3e cartouche est une vraie. Jean-Jacques Pinault est touché, il va mourir quelques heures plus tard à l'hôpital. L'hôtelier est arrêté,
Et aussitôt la majorité de la population se range à ses côtés, menaçant même à son tour de prendre les armes. Mort à la Feuilly, Jean-Jacques Pinault avait 20 ans. Avec des copains, la bande, parfois le ton montait à la sortie du bal du foyer rural. L'alcool, la violence, le mauvais exemple des héros de banlieue. Ce samedi-là, rien de plus que d'habitude, une bagarre, et il ne faut pas se dégonfler. L'hôtel du Nord à la Feuilly, M. Godard, peut-être un peu plus nerveux qu'à l'accoutumée, sort son fusil de chasse. Depuis, il est en prison à Dieppe. Un geste qui marque une famille qui n'oubliera pas cette soirée du 4 au 5 décembre. Les garçons étaient rentrés et se bagarraient près de la porte. Alors j'y suis allée, et puis j'ai ouvert la porte et je les ai priés de sortir. Messieurs, si vous voulez vous bagarrer, allez donc dehors. Je me suis trouvée déséquilibrée, moi, dans les chaises, là, derrière, là. Et j'ai remarqué à ce moment-là que je n'avais même pas ma petite bombe de gaz lacrymogène, là. Vous avez toujours ça à portée de la main? J'ai toujours ça à portée de la main, parce qu'au fond, s'il y en a qui viennent à chahuter, et puis que je ne puisse pas rien faire, bon, ben, ça calme tout de suite. Mon mari a dû s'en aller à l'arrière, je ne peux pas dire tellement, parce que je n'ai pas eu le temps de voir tout. Oui. Et j'ai eu la surprise d'entendre un coup de feu. La catastrophe est arrivée dans ce village de Seine-et-Marne. Cela aurait pu se passer ailleurs. Le phénomène est général. 2 familles sont meurtries. Quelles que soient ces raisons, un homme a tué. La famille de la victime comptait 6 membres. Ils ne sont plus que 5 aujourd'hui. Et pour eux aussi, la vie a changé. Lui, il en a des enfants. Hein, il est soi-disant encore incarcéré, je ne sais pas. Mais si il revient chez lui, ses enfants, ils diront, bah, mon père, il a tué quelqu'un déjà, dans sa jeunesse. Donc, il est jeune, il a tué quelqu'un. Croyez-vous qu'il s'en souviendra pas, les gosses? Si vraiment ils n'ont eu, à moins que c'est des bébés. Mais si c'est des enfants qui ont la connaissance, ils auront toujours dans l'idée que leur père a tué un jeune homme. C'est normal, cela aurait déjà dû arriver. Il leur fallait une leçon à ces vermines. Partout dans la région, les citoyens reprennent le même thème. La position du Conseil général, des maires et des habitants influents font de Michel Godard la victime d'une justice trop clémente. L'on reparle dans les cafés de la Feuilly de la loi du talion et l'on fourbit ses armes. C'est les bons qui payent pour les mauvais. Vous pensez? Oh oui. Comment est-ce que vous vivez maintenant? Dans la terreur ou est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Moi, comme je vous dis, mon fusil toujours à portée de la main, dans chaque voiture. Dans votre voiture? Je peux vous le montrer, dans la voiture. Comment est-ce que vous pensez pouvoir donner une leçon? Ils en ont reçu une déjà et laquelle? Oh oui, mais ça c'est une leçon qui est encore trop douce pour eux. Vous pensez que... Ah oui, un coup de fusil, même qu'il est mort 2 jours après, même une journée après, c'est trop doux. Je ne suis pas pour se faire justice soi-même, je ne suis pas pour la loi du talion. J'ai défendu à mon comité des fêtes d'avoir des armes. J'ai défendu d'avoir des objets contendants pour leur défense. J'ai défendu les chiens policiers. Le maire que vous venez d'entendre a beaucoup de mal à calmer ses administrés. La résistance s'organise dans l'ombre, les esprits s'échauffent. Lundi, une reconstitution est prévue. Michel Godard sera peut-être libre, Jean-Jacques Pinault sera toujours mort, un meurtrier par énervement, une victime de 20 ans, et tout cela pour rien. Gary Gilmore, l'affaire continue. Le tribunal a décidé aujourd'hui que le condamné à mort américain qui veut absolument être exécuté le serait, et cela le 17 janvier prochain à l'aube. Rebondissement dans l'affaire Devater-Dassault, Bernadette Rolls, l'amie d'Hervé Devater, a été inculpée aujourd'hui de complicité, d'abus de confiance et de recel, a été laissée en liberté. Le jugement dans l'affaire du Boeing d'Ajaccio, qui avait été plastiqué, sera rendu le 22 décembre prochain. 3 seulement des 22 inculpés étaient présents ce matin à l'audience. À Paris, enfin, les meurtriers d'une jeune femme médecin tuée hier soir chez elle n'ont toujours pas été retrouvés. D'après la concierge, les 2 criminels seraient très jeunes, entre 15 et 18 ans. Sport, victoire autrichienne aujourd'hui en ski à Cortina d'Ampezzo. C'est Anne-Marie Preul qui a remporté la descente. Les Françaises, elles sont malheureusement assez loin derrière. La première est Danielle de Bernard, 16e seulement. En sport, revenir au premier plan après un arrêt d'1 an est une des choses les plus rares et les plus difficiles qui soient. Et pourtant, Anne-Marie Preul l'a réussi avec une rare facilité sur une piste ultra rapide. Elle a skié comme à ses plus beaux jours et sans donner justement l'impression d'avoir arrêté une année. En la voyant ainsi sur cette descente de Cortina d'Ampezzo, Anne-Marie Preul Moser donnait des regrets.
que cette superstieuse n'ait jamais été championne olympique a quelque chose d'injuste. En tout cas, la voici bien partie pour remporter la Coupe du Monde. Ce serait sa 6e. Elle est déjà en tête au classement après sa 3e place dans le géant de Val d'Isère et sa victoire d'aujourd'hui. Une victoire indiscutable puisqu'obtenue avec 1 seconde et 63 centièmes d'avance sur la surprenante Elena Matouze et 1 seconde 90 sur Brigitte Toechnig-Abersater. Les Françaises, comme prévu, sont 16e de Bernard et 21e Serra. Il faudra attendre les slaloms pour les voir mieux placés. Depuis 1973, date de la première augmentation massive du pétrole, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est devenue l'obsession de toutes les nations industrialisées et des États du tiers-monde sans pétrole. Tous ces pays qui, pour des raisons diverses, ne se sont pas organisés, n'ont pas voulu ou n'ont pas encore eu le temps de se donner les moyens de réagir. Aujourd'hui donc, tout le monde attend encore le verdict de l'OPEP réuni au Qatar, une décision qui prend véritablement l'allure d'une sentence. En France, le gouvernement a déjà fait savoir que toute nouvelle augmentation serait immédiatement répercutée. Nous sommes donc fixés. Mais pour certains pays, la hausse qui sera sans doute annoncée demain n'aura que peu de conséquences. C'est le cas des États-Unis ou encore de l'Allemagne de l'Ouest où l'essence a même baissé plusieurs fois ces derniers mois. Tout le monde attend donc, mais vous le voyez, les retombées ne seront pas les mêmes pour tous. Aujourd'hui, le pétrole coûte en moyenne 5 fois plus cher qu'au début du mois d'octobre 1973. Si l'industrie et les automobilistes donnent l'impression qu'ils se sont habitués, approuvent cette circulation, le monde redoute quand même une nouvelle hausse de cet or noir. L'Amérique pourrait encaisser sans grande difficulté une augmentation du prix du pétrole. Quand il passe à la pompe, l'Américain paye en ce moment 3 fois moins cher que vous en France, 75 centimes le litre. C'est que l'Amérique produit elle-même 2 tiers de sa consommation environ. Par conséquent, une augmentation du pétrole importé, pétrole arabe, n'aurait qu'une très faible influence sur les prix, 2 ou 3 centimes le litre environ. Mais pour l'Amérique, c'est encore trop. D'abord, parce qu'un nouveau président est en train de s'installer et qui n'a pas du tout envie de voir les prix s'emballer. Deuxièmement et surtout parce que les Américains continuent à consommer, j'allais dire à gaspiller, sans trop s'occuper du lendemain. Nous voulons notre autonomie énergétique, disent les leaders américains. Et Jimmy Carter promet de s'en occuper le premier et très activement. Mais en attendant, les importations d'essence continuent à augmenter et les voitures continuent à consommer énormément. On n'est pas prêt, ici, à accepter le moindre sacrifice. Certains pays n'ont pas l'air de réagir comme nous devant le pétrole cher. Au contraire, eux, ils baissent le prix de l'essence. En définitive, les conséquences d'une augmentation des prix du pétrole seront assez négligeables en Allemagne. Ne serait-ce tout d'abord que parce que le prix du fioul domestique et de l'essence a baissé en Allemagne durant les derniers mois pour une raison simple. Le Deutschmark est en effet une monnaie forte et il faut aux Allemands depuis un an moins de Deutschmark pour payer leurs factures pétrolières. Ce qui veut dire qu'ils sont capables, sur le plan intérieur, de vendre les hydrocarbures beaucoup moins chers. De plus, ces hydrocarbures sont vendus ici en fonction de l'offre et de la demande, ce qui me permet de dire qu'il n'y aura pas de répercussion systématique d'une augmentation du prix du pétrole sur le prix à la consommation de l'essence et du fioul domestique. Alors, trop cher ou pas trop cher ce pétrole? Il semble bien en réalité que le véritable prix du pétrole est beaucoup plus élevé que ce que nous payons aujourd'hui. Car ce qui a fait mal à l'économie des pays industrialisés, ce n'est pas réellement le prix élevé, mais l'augmentation trop brutale de ce pétrole. Lorsque l'énergie était bon marché, tout ou presque était basé sur les hydrocarbures. Or, qu'a-t-on changé depuis cette époque? Pratiquement rien. On essaie bien de faire des économies, mais on garde les mêmes moteurs et les mêmes usines avides de pétrole. Un seul pays a vraiment essayé de réduire sa consommation, la France. De 111 millions de tonnes en 1973, nous sommes passés à 104 en 1974, 96 en 1975, mais cette année nous allons probablement remonter à 104 millions de tonnes ou même peut-être plus. Aux États-Unis, il s'est produit pratiquement l'inverse. Les importations de pétrole sont passées de 25% avant la crise à 43% de la consommation du pays cette année. Dans le même temps, les Américains ont ralenti au maximum le développement de l'énergie nucléaire, 55 commandes de centrales en 1974, 10 en 1975 et aucune cette année.
Cela veut dire que pour l'industrie américaine, la source d'énergie la moins chère aujourd'hui, eh bien c'est le pétrole importé des pays producteurs. Moins cher que le nucléaire, moins cher que les schistes bitumineux, moins cher que l'étude et le développement de toutes les énergies nouvelles. Les pays producteurs de pétrole savent tout cela. La preuve, en octobre de cette année, ils ont battu le record absolu de production de pétrole depuis septembre 1973. Tous les pays consommateurs se sont rués sur ce pétrole avant qu'il n'augmente, exactement comme la ménagère chez son épicier devant une hausse du sucre ou de la moutarde. Comment voulez-vous, dans ces conditions, empêcher certains pays producteurs de demander 30 voire 40% d'augmentation? Seule l'Arabie Saoudite s'oppose encore à cette hausse. Pourtant, elle est inévitable, la hausse, mais pensent les experts, elle sera modérée 10 à 15%, car les États-Unis semblent admettre aujourd'hui ce qu'ils avaient toujours refusé, lier le prix du pétrole à l'inflation mondiale, autrement dit, accepter l'indexation. Dans cette gigantesque partie de poker planétaire, un joueur ne veut pas être brimé, le tiers-monde. Il a trouvé un défenseur acharné, Fidel Castro. Le chef cubain, qui attaquait d'habitude les États-Unis, s'est déchaîné cette fois-ci contre les pays producteurs de pétrole, et notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui, a-t-il dit, dépensent des sommes fabuleuses en armes de guerre quand les peuples du monde saignent et ont faim. Quel que soit le résultat de la conférence de Qatar, il ne faudra pas oublier ceux qui ne consomment ni ne produisent, mais qui tous rassemblés représentent près de 3/4 de l'humanité. La météo, pour terminer, les températures maximales aujourd'hui étaient inférieures à 0 degré dans la région parisienne et dans l'Est. Par contre, sur les côtes méditerranéennes, elles dépassaient 10 degrés, atteignant même 15 degrés à Toulon. Demain, jeudi, de l'Aquitaine et de la Vendée au midi méditerranéen, le temps sera relativement doux, plus nuageux, avec des pluies passagères qui tendront à devenir plus nombreuses dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le froid persistera avec des gelées matinales, du brouillard givrant et des chutes de neige dans le centre, dans le nord et dans l'est. Il faudra donc encore une petite laine demain. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute, je vous le rappelle, du spécial C'est-à-dire avec M. Raymond Barre. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Le taux de participation au référendum serait de 80%. Pas encore de décision au Qatar, mais la hausse devrait être modérée. Les Palestiniens vers un compromis sur la Cisjordanie. Le Premier ministre français sur le plateau de C'est-à-dire à 20h30. 22h50, dernière édition du journal d'Antenne 2.